den rechten Seite des Außenbereichs, rechten Teil an der Nordseite sowie des Außenbereichs Moving forward. C'était très très riche, donc je suppose que beaucoup d'entre vous ont des remarques, soit pour prolonger, soit peut-être pour s'étonner, soit pour contredire. Moi, par exemple, j'étais très surpris en vous entendant, Rodolphe Dollier, de comprendre que finalement la grande différence dans les modes d'habiter n'est pas liée à la distance, à l'éloignement par rapport à la ville-centre, mais elle est plutôt liée à la taille de la commune dans laquelle on habite. Ça, c'est à la taille de la ville. À la taille de la ville, pardon. Donc ça m'a paru contre-intuitif, mais évidemment, je ne suis pas, comme vous tous ici, spécialiste du sujet. Alors, qui veut éventuellement rebondir sur l'un des points ou au contraire prolonger ce qui a été dit par une question et je pense en particulier à tous ceux qui parmi vous viennent de milieux, de territoires non français. Je ne sais pas, il y a peut-être des Belges ou des Allemands, des Américains, des Canadiens, des Sénégalais, des Zimbabwéens, Bon, on a beaucoup entendu ce matin des exemples suisses ou allemands. Est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont connus par quelqu'un d'entre vous ici et qui pourrait apporter un contrepoint ou sinon une remarque, quelle qu'elle soit, sachant, Michel, que je crois qu'il y a des internautes qui se sont manifestés. Alors, ça va peut-être permettre de... Ah ben, encore le bug urbain, décidément. Voilà quelqu'un qui nous suit avec assiduité. Alors la question des femmes dans le périurbain, s'ancrer dans la proximité, est-ce renoncer à son ambition personnelle? Ça, c'est vraiment une question pour vous, Martine Berger. Écoutez, à partir de l'exemple de l'Ouest francilien, je dirais non. Les femmes qu'on a rencontrées en enquête, de la même façon, les analyses statistiques montrent que... ce sont souvent des femmes très, très qualifiées qui vont rechercher des emplois de proximité. Alors effectivement, elles ne le font pas tout de suite, mais elles vont le faire au bout de 2 ans, 5 ans, etc. Alors, autre chose que l'on peut dire, ça dépend aussi où elles habitent dans le périurbain. C'est vrai qu'une enquête qu'on avait faite il y a 20 ans montrait que ceux qui habitaient près de Saint-Quentin-en-Yvelines retrouvaient plus facilement à se relocaliser à proximité. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout, et ça va dans le sens de plusieurs autres interventions, il ne faut absolument pas négliger les modes d'implantation du peuplement, le maillage préalable de villes, les emplois de ces villes, etc. Le périurbain, ce n'est pas une nappe de lotissement qui s'installe n'importe où de façon uniforme. Ce sont des gens qui ne vont pas avoir partout, même s'ils ont le même type de maison, acheté chez les mêmes promoteurs, ils ne vont pas avoir les mêmes opportunités. Mais je ne pense pas du tout que ce soit un renoncement. Alors peut-être, il faudrait quand même ajouter que, ça les travaux de Sandrine Wenglenski l'ont montré, s'installer dans le périurbain, ça peut vouloir dire avoir à distance une moins grande variété, une moins grande quantité d'emplois, donc une certaine fragilité par rapport au chômage. Ça, Si. c'est une réalité. Madame. Bonjour, Joëlle Tournebise, SNCF. Je voudrais revenir sur les captives. Et je crois que c'est Éric Le Breton qui met en lumière un certain phénomène de femmes très peu mobiles, justement, et d'origine de l'immigration, et qui par contre sont hyper mobiles parce que tous les ans, elles retournent dans leur pays d'origine. Donc est-ce que dans vos captives, vous repérez ce type de profil ? Rodolphe Daudier. Oui, je veux bien répondre. Alors, dans la France de l'Ouest, dans le périurbain, il n'y a pas de catégorie étrangère. Enfin, c'est un périurbain très blanc, très homogène. Donc, il n'y a pas ce type de profil du tout. Par contre, le lien peut être fait avec la question précédente. C'est la façon dont les femmes vivent
l'arrivée dans le périurbain est extrêmement hétérogène, parce que ça dépend vraiment de la trajectoire à la fois professionnelle et familiale. Et parfois, il peut y avoir un renoncement d'un côté, le professionnel souvent, pour mieux vivre, et c'est présenté comme ça, pour mieux vivre le familial. Et donc, ces formes de renoncement, elles sont quand même, c'est le principe de la domination, c'est aussi de l'accepter. C'est perçu, c'est exprimé de façon très positive. Ma vie s'est améliorée, etc. Je cours moins après le temps, etc. Et pourtant, ce sont devenus... on a des trajectoires où on passe de profession intermédiaire à employé dans la commune avec des qualifications qui sont parfois faibles et du temps partiel. Mais ce n'est pas forcément vécu comme quelque chose de très négatif sur le plan personnel. Jean-Pierre Orfeuille, sur ce point, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Bon. Monsieur. Alors moi je viens d'une ville anglaise qui s'appelle Bordeaux, donc on peut considérer que ça marche. Je vous laisse cette interprétation, bien sûr. Hein. Voilà. Pendant le repas, là, j'ai fait un petit test qui montre que les bibliographies ont du mal à descendre au siècle dernier. Donc je me attribue régulièrement maintenant un rôle d'archiviste. J'ai une toute petite citation à vous donner, très courte. De quel point de vue parlez-vous? Nous savons d'où vous parlez, de Bordeaux, mais quel est votre lieu professionnel? Mon lieu professionnel, c'est l'agence d'urbanisme, mais j'étais chercheur pendant très longtemps. Donc là, c'est plutôt en tant que vieux chercheur. Et donc c'est une note de lecture d'un livre qui nous apprend que les urbains se déclarent heureux d'avoir abandonné la ville et de vivre dans leur néo-village. Les enquêtes montrent qu'une même forme urbanistique peut être utilisée de façon différente et même contradictoire par des populations différentes. Ici, des petits bourgeois traditionnels continuent à s'enfermer dans leur logement, sans parler à leurs voisins, et vont faire leurs courses au supermarché, tandis que là, des cadres à l'idéologie neuve créent des associations, organisent des fêtes, vont acheter des œufs à la ferme. C'est une note de lecture faite par Henri Mandras, qui est un grand sociologue français, sur un livre écrit en 1978, dont l'un des auteurs est dans la salle, c'est Jean-Michel Roux. C'était La rurbanisation et la ville éparpillée, 78. Au même moment, voilà. Alors Jean-Michel Roux le dit souvent, c'est difficile d'avoir raison trop tôt. Au même moment, rapport Mayou, inspecteur des finances, Demain l'espace, l'habitat périurbain, publié à Documentation française, donc c'est pas un livre de chercheurs à 300 exemplaires. Toutes les revues d'urbanisme en ont parlé. Le rapport Mayou disait « Le périurbain, ce n'est pas un débordement honteux, ce sont des espaces stratégiques. On ne sait pas trop si c'est bien ou pas bien pour l'énergie, les transports, etc. Mais de toute façon, ils sont là, il faut les prendre en compte. Et il y a une diversité de pratiques périurbaines. » Donc, tout était dit il y a 35 ans. Donc, tout était dit sur la diversité du périurbain. Donc, le stéréotype que l'on accuse à juste titre aujourd'hui, il avait déjà été accusé. Et tout était dit sur le fait que le périurbain devait être un espace de projet, parce que c'était là où les choses intéressantes se passaient. Voilà. Donc, il faut changer de lunettes. Je trouve que la question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on met tant de temps à changer de lunettes? Peut-être sur d'autres sujets, mais sur ce sujet, peut-être plus spécialement que les autres. Voilà. Merci. J'ai fini mon travail d'archiviste. Bon si tout a été dit, on peut tous aller prendre un café et boire un verre. Alors, on peut s'arrêter tout de suite. Non, je disais, la question, c'est bien ça. C'est pourquoi on est obligé de redire les mêmes choses. Alors, les choses ont un peu changé, sans doute. C'est intéressant de voir ce qui a changé. Moi, je pense qu'on peut faire une relation intéressante sur la localisation des chercheurs aujourd'hui, par exemple. La paupérisation du métier de chercheur explique peut-être la revalorisation culturelle du périurbain. Mais au-delà de cet aspect moins anecdotique qu'il en a l'air, la question c'est ça, c'est ce changement de lunettes, pourquoi a-t-il tant de mal à se produire? Voilà. Qu'on ne se voit pas dans 30 ans en se disant « ouais, le périurbain c'est vachement important, il y a une vraie diversité, il faut faire quelque chose ». Demandons à Jean-Michel Roux, alors, puisque vous avez été en France un des précurseurs avec votre livre 1976, disiez-vous, non pas 78, mais c'est un... il suffit de parler. Ça marche comme ça? Voilà, oui, c'est un... Non, mais je veux pas avoir la l'air SNCF, c'est possible. Je suis un peu dans le rôle du fossile vivant, là, mais
je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que c'est évidemment très curieux qu'en 40 ans, on ait mis 40 ans pour arriver à peu près au stade où nous sommes aujourd'hui au niveau de l'observation. On est encore très loin du passage à l'acte, c'est-à-dire de l'aménagement convenable et disons, compétent de ces espaces urbains. Je vous signale que dès qu'on traverse ces espaces qui sont urbains, il faut en finir avec le périurbain en tant que... Nous sommes tous urbains, bien entendu. Enfin, on est tous urbains parce qu'il n'y a plus rien au-delà. Le rural a disparu. Le rural comme support de société paysanne, c'était aussi le thème d'Henri Mindras. Donc c'est spécial à la France qu'on ait mis... En 40 ans, finalement, j'ai surtout assisté à des conseils de discipline contre où le périurbain passait comme cancre, et il redoublait beaucoup, puisque ça fait 40 ans que ça dure. Et voilà, il faut invoquer, là, il faut rappeler peut-être les formes d'urbanisation antérieures au déclenchement du mouvement... On pourrait appeler le mouvement pavillonnaire en France, qui date des années de 70. C'est-à-dire que la France sortait d'une urbanisation caporaliste qui était refusée par les gens qui y étaient mis, et donc ils sont enfuis. Donc ça s'est fait ils ont fait preuve d'insubordination, en somme, mais ça c'est imprescriptible, finalement. Bon, on commence à en sortir, mais encore une fois, on est très loin d'avoir la réflexion d'aménagement qui serait nécessaire, de la compétence d'aménagement. Il n'y a pas d'opération suburbaine convenable en France. Il n'y a pas d'opérateur pour en faire. Et quand par hasard on lance des projets hors des murs de la ville historique, ils sont aussitôt contaminés par des volontés de densification extrêmement rapides. Et ça ne convient pas à des formes d'urbanisation qui évoluent. Et évidemment, on pourrait en dire d'autant de tous les projets, disons, urbains. C'est vrai pour les transports, et puis ça s'accompagne aussi d'une réforme des collectivités locales qui a été lancée partout et effectuée partout en Europe, par exemple, sauf en France. Et en Suisse, mais il y avait les cantons pour prendre le relais. En France, il n'y a pas eu... Les communes sont restées, sont encore immuables depuis la Révolution, quoi. C'est quand même... Il y a eu on a raté des marches, hein. Et il suffit de passer la frontière pour s'en rendre compte. Enfin, on va peut-être y revenir demain, donc c'est pas la peine de... Donc les aménageurs et les élus locaux sont interpellés. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui voudraient... Il n'y a pas d'aménageurs, hein, pour dire franchement. Il n'y a pas d'aménageurs du milieu urbain. On parle toujours de lotissement. Ça doit représenter 20% de la construction pavillonnaire. On parle de promoteurs. Il n'y a pas de promoteurs. C'est même pour ça, d'ailleurs, en partie que ça se développe, parce qu'il n'y a pas la marge des promoteurs dans les constructions. Voilà, il s'agit d'une... Il y a beaucoup d'effets de fuite dans le phénomène périurbain. On pourrait aussi analyser le substrat foncier, enfin l'économie foncière. Enfin, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ça me paraît quand même intéressant à développer, parce que quand on commence à agir, il faut quand même savoir à quel prix, quoi. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait parler du point de vue des aménageurs ou des promoteurs ou des architectes? Ah, attendez, il vous faut un micro. Thomas Sieverts. Thank you very much for this very good research, your very good summary. This was really great. And what strikes me most is the variety of your findings. There's no one majority stream, you can say. There's no one trend. There are perhaps 3 to 4 more or less equal trends which contradict each other. And what you said about personalities, yet you say that somebody can come to these peri-urban villages and can become burgomaster, mayor in no time. I think this is another interesting finding. The variety of things shows how much would be possible in these areas of different developments. And the role of the personality could show how important, what chances there would be personalities if they really take the chances of the peri-urban area to develop something specific.
We have a few communes in Germany which have an enormous degree of freedom, much more than in France, who develop a completely autochthone energy system. They're completely independent of the general nets, things of this kind, or different kinds of schools. Or if they are distant, they develop different kinds of children's care to keep people in the area. So to offer something special which they wouldn't get in the city. And I think in France, the possibilities, the opportunities, the chances are enormous if I look here to your analysis of the actual situation. Rodolphe Daudier, vous voulez réagir? Oui, je veux bien réagir et puis peut-être essayer de faire le lien avec ce qui a été dit avant, parce qu'en fait, c'est un petit peu la même question. Ce qui me semble changer finalement dans les espaces périurbains, c'est quand même qu'on observe une espèce de maturation du champ du politique. Il est très éclaté, il y a 36 000 communes, on sait bien que c'est un problème, mais il y a quand même une espèce de retournement de la posture de la plupart des maires où dans les années 70, 80 en particulier, on était vraiment dans si on peut augmenter le nombre d'habitants, on le fait, sans trop s'occuper des services derrière, etc. Aujourd'hui, on a quand même eu ce que j'appelle cette maturation du périurbain, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de contrôler le rythme de l'urbanisation, on essaye de se poser des questions, et c'est pour ça qu'il y a toujours des études sur le périurbain. On se pose des questions sur l'état des services, faut-il desservir? Là, on va se poser des questions sur la question du transport, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience et le renouvellement assez profond sur les 2 dernières élections municipales des maires et de leur origine sociale en particulier, fait que finalement la solution elle est en train de venir d'en bas pour l'instant. C'est-à-dire que comme il n'y a pas comme vous le disiez tout à l'heure, de grands organismes, et que tant que de toute façon on sera sur une gestion du foncier qui fait que c'est le propriétaire qui capte la rente foncière, à partir du moment où on est sur cette logique-là, il y aura constamment des formes d'urbanisation assez rapides, mais je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience dans le personnel politique. Je peux juste oui, bien sûr. Quelque chose. Pour les opérateurs fonciers, on voit, par exemple, en Île-de-France, qu'il y a quand même un dialogue de plus en plus entre la SAFER et certains EPF. Donc, on est quand même aussi sur un autre regard, même du côté de la SAFER, sur comment urbaniser de manière un peu plus intelligente, comment aussi envisager le maintien d'un parcellaire agricole qui puisse durer. On est sur quand même un autre regard progressivement. Et puis du côté des élus dans les territoires périurbains, une réflexion aussi à l'échelle du territoire et des micro-centralités qui peuvent s'emboîter les unes avec les autres. C'est-à-dire où implanter un centre d'accueil de loisirs pour les enfants, ou comment répartir le logement social à l'intérieur du territoire intercommunal, etc. Donc il y a malgré tout du changement, ou soutenir le commerce de proximité alimentaire. Voilà. Monsieur du Danemark. Monsieur du Danemark, oui. Oui, vous demandiez à des gens de l'extérieur, alors je me sacrifie. Hein. Oui, alors, ça nous fait plaisir. Mais je n'ai pas de statistiques. Mais ce qui est flagrant ces dernières années, d'abord le Danemark est un pays très égalitaire. Donc au niveau des femmes, je vais faire une remarque, c'est aussi un peu pour ça que j'interviens. C'est que toutes les personnes que je connais dans la région d'Odense, quand elles ont bougé, quand elles sont venues, enfin les dernières années, le principe, ça a été l'accessibilité, bien entendu, et le facteur temps. Alors vous avez par exemple quelqu'un qui, ça sera pas, que ça soit l'homme ou la femme, c'est pas important, c'est savoir qui va pouvoir le faire. Alors vous aurez quelqu'un qui habitera à Odense en périurbain, et qui ira à bicyclette, parce qu'il y a des bicyclettes partout, même s'il y a 6 km, etc., même plus, et c'est très bien équipé pour cela. Et par contre, sa femme ira pas au centre-ville, parce que c'est trop compliqué, même en bus, etc., ou je sais pas quoi, et prendra la voiture pour aller à 25 km à l'autre gare, où les parkings sont gratuits,
et où c'est très facile, et donc on prend le train, et à 1 heure plus tard, on est en plein centre de Copenhague, ce qui est pratiquement impossible de faire si vous êtes à 30 km d'heure de Copenhague. Et par contre, la personne ne dira pas oui à un travail qui est vers l'ouest, où il y a la même distance, c'est-à-dire à 80 km d'Odense, vers l'ouest, vers Esbjerg, vous avez tout un pôle de développement qui est très important, avec énormément d'industrie, mais là, de plus en plus, l'autoroute, à 5 heures du soir, parce qu'ils reviennent tôt, et c'est le dernier facteur, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui revienne chercher les enfants avant la fermeture. Et là, pareil, ça peut très bien être l'homme, parce que ça serait très mal vu, si vous voulez, qu'il y ait cette différence non égalitaire. Donc, ils vont entre eux se répartir ces différents facteurs. L'accessibilité. Donc, il vaut mieux habiter en périurbain parce que vous pouvez aller plus vite à l'autre gare que si vous êtes en pleine... si vous n'arrivez pas de toute façon à la gare. Il faut aller rechercher les enfants qui doivent être pas trop loin. Donc, il y a les centres pour les enfants qui sont équipés. Et par principe, vous devez les avoir parce que c'est soutenu politiquement. Donc, les facteurs sont déterminés sur l'égalité. Et une chose de plus, c'est que ces dernières années, de beaucoup de gens qui ont quitté Copenhague pour aller aux villes côtières, avec vue sur la mer, etc., à partir du moment où il y a cette accessibilité, et aussi que l'on peut travailler seulement 2 ou 3 jours, et que l'on peut travailler dans le train. Si vous pouvez, il y a de plus en plus de parties du train où on ne doit rien dire, rien faire, rien dire, et que faire, le contraire, c'est-à-dire on ne doit pas se déranger les uns les autres, et plus ils mettent de compartiments comme ça, plus les gens bougent. Bon, c'est des banalités, en fait, parce que ce que je vis quand je vois ce qui se passe entre certains collègues dans le sud de la France, ça ressemble beaucoup. Mais vous m'avez demandé de parler du Danemark. Alors... En tous les cas, ce que vous nous avez dit ne contredit pas l'idée qu'on se fait en France, qui est un modèle danois. Oui, ça, je le crois aussi, oui. Bon. Vincent Kaufmann. Oui, j'avais envie de poursuivre ce tour d'Europe, là, d'abord en posant une question à Claire Arago et Martine Berger. Vous nous avez montré vous avez développé l'exemple de l'Île-de-France. Finalement, les mécanismes que vous mettez en évidence, les tendances que vous mettez en évidence, est-ce qu'on pourrait aussi les mettre en évidence pour des grandes régions multipolaires? Ou est-ce que c'est associé au fait que, quand on habite le périurbain de l'Île-de-France, même lointain, on fait partie d'une très grande agglomération. C'est la plus grande en Europe, avec Istanbul et Londres, si on considère qu'Istanbul fait partie du continent européen. C'est très différent finalement des réseaux de villes qu'on peut avoir en Belgique, en Suisse, en Allemagne, où finalement, quand on est dans le périurbain, on est à 30, 40 ou 50 km d'une grosse ville ou moins. Donc, est-ce que les phénomènes que vous mettez en évidence, est-ce que vous avez une idée sur est-ce que ces phénomènes-là, on les retrouverait aussi dans ces villes en réseau? Ça, c'est une première question. Puis, sinon, une remarque pour alimenter le débat sur, alors là, en l'occurrence, sur le travail féminin et le périurbain. Des travaux que j'ai pu mener il y a quelques années ont montré que c'est fortement associé aux politiques familiales. Et en France, comme en Scandinavie, les politiques familiales sont très développées. J'ai pu constater sur des cas allemands, italiens et suisses qu'en fait, les tendances que vous mettez en évidence, on ne les a absolument pas, et que notamment en matière de structures de garde pour les enfants, qui sont très très lacunaires, voire inexistantes en périurbain, eh bien, ce facteur-là empêche en fait le travail féminin assez largement. Et donc, ça montre que cette affaire de travail féminin dans le périurbain renvoie directement à des politiques publiques, non seulement dans le domaine de l'aménagement, mais aussi plus généralement. Alors, pour répondre sur la deuxième partie, la deuxième question, oui, je pense qu'effectivement, en particulier quand on compare avec l'Allemagne, sur la capacité d'accueillir les enfants dans la petite enfance, ça joue certainement. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand dans la zone que nous étudions, on compare les taux d'activité des femmes, c'est dans le périurbain qu'elles sont le plus actives. Ce n'est pas dans l'agglomération parisienne, dans cette partie ouest de l'agglomération parisienne, et ce n'est pas non plus dans les bourgs et les petites villes du périurbain où là se concentre la pauvreté, les moins qualifiés. Alors c'est vrai que l'Île-de-France et cette partie de l'Île-de-France a connu une explosion des cadres. Donc la montée en qualification est quelque chose d'absolument fondamental, c'est sûr, et explique aussi la biactivité importante
en soulignant tout de même que c'est dans les ménages de professions intermédiaires qu'on a le plus de biactifs et qu'il y a un creux du côté des cadres aussi. Il y a des femmes cadres qui ne sont pas actives. Alors, sur l'autre question, qui est effectivement très importante, sur laquelle il faudrait, je pense, qu'on fasse des études comparatives, je ne suis pas sûre que les mêmes choses se passeraient dans des espaces comme la Suisse, la Belgique, avec des réseaux de villes extrêmement proches. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les mêmes, il me semble, les mêmes modes de fonctionnement, peut-être plus de gens balançant y compris au sein du couple, entre deux villes. J'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison avec d'autres villes, d'autres grandes villes européennes. Je pense que ça fonctionne pas du tout de la même façon à Londres. Mais c'est lié aussi aux effets de trame municipale qui sont complètement différents. Ce qui est sûr, c'est que, il me semble que maintenant, on est arrivé, pour la métropole parisienne, à un point de saturation et où, de toute façon, même avec un système de transport fonctionnant mieux, on irait vers le polycentrisme. Peut-être pour compléter sur l'effet de contexte de cet Ouest francilien, c'est-à-dire qu'on a une proportion de cadres qui est très importante et ils ont drainé avec eux tout un tas de services spécialisés, de médecins spécialisés, etc., qui ont réinvesti ces vieux chefs-lieux de canton, qui les ont fait renaître, et on ne retrouve pas tellement ça du côté de la Seine-et-Marne. Et tous ces services-là, les catégories les plus modestes vont pouvoir en profiter. Donc la proximité, on a des réouvertures de commerce multiservices alimentaires, parce que ces cadres-là peuvent payer plus cher que d'aller dans des plus grandes surfaces. Et du coup, ils vont servir des populations plus âgées, ils vont servir des captifs qui ne peuvent pas aller plus loin faire leurs courses. Et ce sont eux qui vont drainer ça. Parce qu'on parle en Seine-et-Marne, dans certains secteurs, de déserts médicaux, et on ne l'a pas sur l'Ouest francilien, parce qu'on a des ophtalmos, des gynécologues, des dentistes, orthodontistes, etc., des professions qui n'existent pas dans les espaces ruraux périurbanisés, où on a des catégories plus modestes. Donc en réalité, les catégories inférieures vont profiter des services qui ont suivi les plus aisés sur cet Ouest. Vous êtes satisfait, Vincent Kaufmann ? Oui, tout à fait. Bon. Alors, il nous reste, on va dire, 5 très grosses minutes pour cette séquence. Donc, il y a 2 interventions. Et je crois aussi qu'il y a une intervention électronique. On dit comme ça, Michel ? Tu nous l'envoies ? Bon, apparemment. Ah, voilà. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est dans la salle, non ? Ah, voilà. Donc, vous continuez, mais maintenant, vous êtes démasqué. On sait que c'est vous. Alors, je vais la lire pour vous, puisque apparemment, c'est ça qui vous fait plaisir. Quel rôle pour les politiques publiques de mobilité dans le périurbain ? Alors ça, mais ça, on va en parler, si je ne me trompe pas. C'est une question très importante, surtout ici. Mais, sauf erreur de ma part, il me semble que ça va être adressé un peu plus tard dans l'après-midi. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, Julien Delabaca, à ce que je donne tout de suite la parole aux 2 dernières personnes qui voudraient intervenir, madame, et puis ensuite monsieur de la région Île-de-France. Oui, Carole Pourchet. Je vais faire très vite pour laisser peut-être la place aussi à d'autres. Je reviens sur les histoires de depuis 40 ans, ça ne bouge pas, et on parle de la périurbanisation est pourtant donnée sur toutes ses multiples facettes depuis longtemps. Je crois que ça a à voir quand même avec le fait que depuis 40 ans, il y a des politiques publiques sur lesquelles chacun s'accorde pour lutter contre l'étalement urbain. Et finalement, reconnaître le périurbain sous toutes ses facettes et sur sa vitalité et son dynamisme, ça serait finalement, d'une certaine façon, reconnaître une sorte de défect ou d'échec de cette lutte contre l'étalement urbain. Et je pense que si on pouvait revenir sur cette politique publique dans ce qu'elle a de vertueux, en tout cas dans la reconnaissance de la nécessité d'environnement, mais en même temps sans faire un déni de réalité sur un périurbain qui existe et sur lequel il faut faire, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait commencer à changer les lunettes. Et je peux d'autant plus en parler que je parle côté État. Merci beaucoup. Alors, après l'État, la région, monsieur ? Alors, ça marche. Très bien. Politique, je vais vous donner les coulisses de la politique, puisque j'étais conseiller régional, président de la commission transport et administrateur du STIF dans l'ancien mandat. Quand il a fallu faire le programme, puisque j'étais chez les Verts, faire le programme des Verts, j'ai eu une grosse discussion avec Cécile Duflot. Je lui ai dit qu'il faut, en Île-de-France, favoriser
justement le périurbain. J'avais mis en place, avec la SNCF, de cadencement qui mettait autant de trains qui allaient vers la périphérie que de trains qui allaient vers Paris. Et là, j'ai vu des maires de l'Ouest et des maires de Melun qui m'ont dit « Tiens, c'est bizarre, on a des gens qui commencent à venir dans nos villes. » J'avais mis des tickets moins chers dans des bassins de vie. Et donc, j'avais demandé à Cécile Duflot de défendre les bassins de vie. Elle m'a dit « J'ai essayé de faire ça 2 fois à la radio, ça ne marche pas, les gens ne comprennent rien. Tu m'embêtes avec tes histoires de bassins de vie. On va faire un ticket unique dans toute l'Île-de-France. Ça, tout le monde comprend, ça sera mieux. » Du coup, j'ai été évincé de la liste puisque je me suis opposé complètement à cette politique. Il faut savoir les conséquences de cette politique. Ça veut dire 500 millions par an pour faire payer cette carte unique. Sur 5 ans, c'est quand même 2,5 milliards. On pourrait les mettre à autre chose. Et puis, on mettait 100 millions par an dans des offres nouvelles, dont les bus express. Les bus express sur les autoroutes, Nantes, La Défense, le bus express sur l'autoroute du Sud, le bus express Marne-la-Vallée, Créteil, tout ça, c'était des choses qu'on avait fait. L'offre de transport en plus, les bus de nuit, les métros de nuit, tout ça, c'était des offres. Là, il n'y a plus que 20 millions par an d'offres. Tout a été mis dans la tarification. Donc on comprend bien. Et le Grand Paris, c'est 35 à 40 milliards qui vont toucher, il n'y aura même pas un demi-milliard pour toutes les zones dont on vient de parler aujourd'hui. Ça sera tout que pour la concentration. Donc on voit bien qu'il y a eu finalement un choix politique qui s'est fait, moi j'en suis navré, mais qui s'est fait parce que Cécile Duflot n'arrivait pas à expliquer qu'est-ce que c'était qu'un bassin de vie à la radio. Voilà. Bon, on reviendra en tous les cas sur les différentes politiques de mobilité. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est que les journaux nous l'avaient dit, donc c'est vrai, quand on s'oppose à Cécile Duflot, on est éjecté, quoi. Bon, c'est vraiment vrai. Alors, Jean-Pierre Orfeuille, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit à la fois par cet ancien élu régional qui a eu le malheur de s'opposer à Cécile Duflot et ce qui a été dit par madame qui travaille du côté de l'État pour terminer cette séquence? Non, mais il me semble qu'il y a 2 choses qui ressortent bien. La première, c'est que un politique a besoin de choses extraordinairement compréhensibles, fût-ce au prix de drames économiques ou autres. Hein. Ça, c'est clair. Moi, le deuxième point, quand même, c'est de dire on est en train de démontrer qu'on sort des pertinences rétiniennes, mais enfin au prix de 40 ans, quoi. Hein. Donc, il faut... quelqu'un disait, je crois, il y a un certain temps, il faut donner du temps au temps, mais si on en donnait un petit peu moins, ce serait peut-être mieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous.